Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. Ligne droite, vue de haut, Liselotte Dutreuil. Pour cette vue de haut qui sera menée par Maïlis et moi-même, nous recevons donc Driss Ghali pour son dernier ouvrage « L'identité d'abord, lettre ouverte d'un immigré aux Français qui ne veulent pas disparaître ». Driss Ghali, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous nous entendez ? Alors, Driss Ghali sera avec nous dans un instant. Vous nous entendez, Driss Ghali ? Oui, très bien. Merci d'être avec nous ce matin et on souligne que vous êtes bien loin de nous sur le globe, donc il y a un décalage horaire énorme et ça représente un vrai sacrifice de pouvoir parler avec nous ce matin. Donc merci de faire cet effort et j'espère que les auditeurs en seront tout aussi ravis que nous. Alors cet ouvrage, c'est une lettre ouverte aux Français donc, qui ne veulent pas disparaître, une lettre qui est un peu violente d'une certaine façon, Driss Ghali. Dès les premiers mots, vous attaquez fort. Il s'agit de s'adresser aux Français, plutôt aux hommes. D'ailleurs, vous le dites, les femmes pourront quand même tirer des enseignements. Il y a quand même de grandes valeurs qui se dégagent, mais c'est avant tout une lettre qui s'adresse aux hommes. Et votre première phrase, c'est un constat, vous le dites, « Nous vivons sous la dictature des trous du cul ». Ça pose le ton. Pourquoi avoir choisi justement ce ton très, très fort pour cette lettre ? Je pense que les temps sont... Nous vivons des heures sombres à titre collectif et il est temps de s'interroger ce qu'on peut faire aussi à titre individuel. Et je pense qu'on nous raconte beaucoup de blabla idéologique actuellement, enfin depuis des années, la gauche, la droite, le changement climatique, l'immigration de masse. On se gargarise chacun avec des idéologies. C'est important, les idéologies ont une part, mais au fait, il y a un effondrement de l'être humain. Nous avons un être humain aujourd'hui qui est gouverné qui n'est plus gouverné par les meilleurs d'entre nous. En fait, nous sommes gouvernés par des gens qui sont plutôt médiocres, mais qui sont très ambitieux, très solidaires entre eux. Et j'essaie de donner, au fait, un message de mobilisation générale, au fait. Et ce message de mobilisation générale, il faut bien le passer en essayant de montrer aux gens la gravité de la situation. Et la valeur ajoutée que je veux apporter, ce sont des conseils. Parce que je pense qu'on est tous un peu fatigués d'avoir des grandes diatribes sur l'immigration, le changement climatique, l'Europe, Thierry Breton, Elon Musk. Il faut parler aux jeunes. Et je m'adresse dans ce livre aux jeunes. Plutôt à quelqu'un qui a entre 15 et 30 ans, qui commence dans la vie, qui veut tirer son épingle du jeu et qui veut réussir à titre personnel et aussi se rendre utile à son pays. Ouais. Et je connais un peu mieux les hommes que les femmes, donc par modestie, je dis au début du livre, c'est vrai que je parle de mon expérience, celle d'un homme. Une femme, si elle pardonne un peu l'aspect primaire de la psychologie masculine, peut aussi trouver quelque chose d'intéressant pour elle. Eh bien, c'est le cas parce que je suis une femme, ce n'est pas une révélation, et j'y ai trouvé beaucoup de choses intéressantes. Driss Ghali, pour écrire ce livre, vous vous basez sur votre expérience personnelle, vous livrez en quelque sorte votre intimité puisque vous parlez de votre histoire et justement, le but c'est aussi d'éviter à ces jeunes de tomber dans les mêmes écueils que vous à l'époque où vous commenciez justement dans la vie professionnelle, que vous étiez un jeune cadre. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette période et justement des enseignements que vous en avez tirés? Je pense que il est primordial d'abord de se sauver soi-même. Je vois beaucoup de souverainistes qui ne sont pas souverains, c'est-à-dire qui ne sont pas indépendants, qui ne sont pas puissants, qui veulent sauver la France, libérer la France de la puissance allemande, de l'Europe, mais leur vie elle-même n'est pas libre. Ils travaillent pour un patron, parfois qui les traite mal, dans une entreprise qui les prend parfois pour des imbéciles, et ils ont une carrière qui n'est pas maîtrisée, ils n'ont pas de pouvoir. C'est la même chose des colos, voilà, c'est pas une question de gauche ou de droite. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, nous avons aujourd'hui, nous sommes préparés pour obéir. Ça, c'est notre système éducatif. C'est souvent nos familles.
on est dans une espèce de conformité. Au fait, l'époque n'est pas à la rébellion, elle n'est pas à la dissidence, elle a une espèce de docilité qui était la mienne. Et je raconte comment j'ai vécu complètement à côté de la plaque en essayant de suivre une carrière exemplaire, major de promotion, jeune cadre dynamique, talent, blablabla, international, citoyen du monde. Et à un moment donné, mon corps m'a dit que c'était complètement de la foutaise et que j'étais pas du tout dans ma vocation. Et la première partie du livre est un appel à trouver sa vocation. Pour certains, c'est extrêmement facile. Pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Parce que trouver la vocation, c'est se connecter à son inconscient. Et ça, ce n'est pas un problème de notre époque, c'est général, hein, c'est depuis toujours. L'inconscient est un mystère. Et c'est le mystère avec lequel, à mon avis, il faut commencer le mystère qu'il faut fréquenter, qu'il faut essayer de lever le plus vite dans sa vie pour savoir ce que l'on veut. Parce que dès qu'on sait ce que l'on veut, on sait aussi qui l'on est et on peut à ce moment-là se rendre utile. On peut pas monter sur un ring de boxe en ayant sans avoir les gants. Et savoir qui on est, c'est vraiment savoir quelles sont ses forces et ses faiblesses. Éviter de prendre des coups et savoir quel coup donner pour être utile à soi-même dans sa carrière, ses amours, hein, son travail, l'argent, mais aussi pour son pays ou pour sa cause. Hein. Ce livre s'adresse aussi à un écolo ou à un gauchiste. Enfin, je suis assez œcuménique dans ce livre. Je m'adresse vraiment à l'être humain parce qu'il est vraiment la grande victime collatérale d'aujourd'hui. Tout le monde, enfin, on nous parle que de la terre à H24, très bien, la terre, le climat, tout ça, la France, les grandes valeurs, mais l'être humain, il est massacré tous les jours. Nous voyons des gens massacrés dans le sens figuré, nous voyons des gens en burn-out, en complète perte de sens, qui pètent des câbles tout le temps. Oui. Alors, effectivement, vous préconisez pour pouvoir aussi redéfinir qui l'on est, chacun individuellement, de se poser 2 questions primordiales. Quelle est mon identité et quelle est ma religion? Ces 2 piliers que vous dégagez. Est-ce que derrière, on comprend donc qu'il y a l'identité, qui a un ancrage très terrestre et matériel, et puis la religion qui, elle, est un appel à la transcendance qui se perd aussi justement dans la société dans laquelle nous vivons? Disons, le problème de l'identité, c'est que c'est un débat qui a été vicié. Dès qu'on pense identité, on pense identitaire. Donc, une histoire de personnes blanches, où on pense à l'identité musulmane, les islamistes, tout ça. En fait, l'identité, c'est la vérité de chacun. Quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses? J'appelle ça les zones d'excellence et les zones de défaillance. Dans quoi? Parce que savoir cela, ça vous permet vraiment de vous libérer de beaucoup de choses. Il y a des domaines dans lesquels on n'est pas bon. C'est pas la peine de forcément de les occuper H24. Ce sont des domaines qu'on peut déléguer à d'autres qui sont meilleurs que soi. Moi-même, je suis par exemple nul en comptabilité. Je ne vais pas m'occuper de ça H24. Je délègue ça. Mais pour pouvoir déléguer ça, il faut que je puisse m'offrir des services de comptable. Donc, il faut que que je gagne de l'argent dans là où je suis bon. Donc, dans ce que j'appelle les zones d'excellence. Découvrir ça, j'ai mis 40 ans à découvrir ça. Découvrir son identité, c'est aussi savoir son caractère. C'est son agressivité, si on a sa gentillesse. Je vois beaucoup de gentils garçons qui essaient de devenir méchants ou qui jouent des rôles. Au fait, ils ne sont ni gentils ni méchants. Il vaut mieux s'assumer tel qu'on est avec ses fragilités et foncer. Parce que c'est comme ça qu'on produit le plus de valeur. Alors, sur la religion, je ne pense pas que j'ai posé la question comme ça. J'ai dit, chacun d'entre nous a des questions à se poser dans la vie. La première, c'est quelle est mon identité? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Mes forces, mes faiblesses, mes valeurs. La deuxième, c'est on a chacun des questions parfois familiales à poser. Il y a des questions, il y a des histoires des résolutions de questions avec ses parents, sa mère, avec son village. Là, c'est des questions qu'on peut avoir familiales, des questions par rapport à moi. Par exemple, j'ai une question dans ma vie qui est celle de la conformité. J'essaie souvent de suivre les règles du jeu, même quand elles sont absurdes, et je lutte contre moi-même pour ne pas obéir, pour être dissident, parce que j'ai cette tendance. D'autres personnes auront d'autres questions à répondre. Sur la religion, moi je repars sur l'aspect spirituel. Je dis que nous sommes des êtres religieux, des êtres spirituels. Quoi qu'on dise la laïcité de 100 ans de lutte contre le christianisme et autres, cela vaut aussi pour les juifs, les musulmans, les protestants, les bouddhistes et autres. Et on ne peut pas traverser la vie sans activer cette énergie spirituelle. Parce que cette énergie spirituelle,
elle vous permet de vous connecter à votre inconscient. Et c'est votre inconscient, en fait, qui est votre pilote, dans un sens. Parfois, on se sabote. On ne comprend pas pourquoi on s'auto-sabote. Parfois, on a des réactions qu'on ne comprend pas. Ça vient de l'inconscient. Bon, là, j'ai rien inventé. Freud, Jung, on dit ça mieux que moi. Mais moi, ma grande trouvaille dans ma vie, c'est que j'ai réussi à me comprendre le jour où j'ai réactivé mon côté religieux. Et je pense que c'est une nouvelle que je voulais partager avec tout le monde. Cessons de regarder la religion comme une histoire de superstition ou une histoire de vieille mémé du dimanche qui va à la messe, ou une histoire d'islamisme. Hein, ça dépend, je m'adresse à tout le monde ici. Quand je dis les Français, c'est tous les Français. D'ailleurs, ce livre a une portée, très modestement, il s'adresse à l'homme en général, mais je m'adresse bien sûr aux Français que je connais le mieux. Oui. Maëlys. Oui, Driss Ghali, lorsque nous défendons notre identité, qui pour nous peut être une mesure entre guillemets logique, une initiative assez logique, pourquoi selon vous, de nos jours, la défense de l'identité est-elle perçue comme radicale et pourquoi est-elle finalement devenue une idée taboue ? En fait, c'est paradoxal parce que notre siècle sera identitaire. Il est identitaire. Qu'est-ce que c'est que le mouvement LGBT ? C'est un mouvement identitaire. Qu'est-ce que c'est que l'antiracisme ? C'est un mouvement identitaire. En fait, c'est la révélation de la race noire. On n'a jamais autant parlé des races qu'aujourd'hui. C'est incroyable. Il y a 30 ans, 40 ans, on ne parlait pas des races qu'aujourd'hui. C'était un gros mot. Maintenant, vous avez tout le monde qui dit, voilà, mon badge, je suis noir, voilà, je suis hétéro, je suis métis ou je suis franco-algérien. Certains ont l'impression qu'ils ont honte de dire qu'ils sont français. Je suis français, mais d'origine arménienne. Je suis français, mais d'origine, je ne sais pas quoi, italienne. D'ailleurs, l'émergence de la Chine, c'est un mouvement identitaire. Les Chinois nous disent, les gars, nous réussissons sans être occidentaux, en étant chinois. Et d'ailleurs, il faut leur tirer leur chapeau. Parce que la renaissance chinoise industrielle qui fait les BRICS et qui fait que la Chine est en train de disputer le leadership aux États-Unis, c'est une renaissance identitaire. Mais en même temps, on n'a pas le droit d'assumer deux identités. L'identité française, là, on rejoint un discours que vous m'avez déjà entendu parler, enfin développer, c'est-à-dire qu'il y a toute une espèce de culpabilisation que d'être français, de s'assumer comme ça, alors que c'est le droit de l'homme le plus essentiel, savoir qui l'on est. Parce que les réactions d'un Français ne sont pas celles d'un Espagnol. Et on rend malheureux quelqu'un en lui disant qu'il est européen. Moi, je ne connais pas d'Européens. Je connais des Français, des Espagnols, je connais des Corses, je connais des Savoyards, je connais des Italiens. Et ceci n'est pas juste des paroles comme ça. Quand vous entendez quelqu'un comme Carlos Ghosn, qui est le patron l'ancien patron de Nissan, de Renault Nissan, il disait, moi, avant de motiver quelqu'un, je me demande qui il est. Parce que je ne motive pas un Japonais comme je motive un Brésilien. On parle, mon livre s'adresse aux tripes des gens, aux sentiments. Et l'identité, c'est ça aussi. Après, il y a tout un... Pour terminer de répondre à votre question, pourquoi l'identité, c'est tabou ? Parce que, au fait, l'identité, ça touche l'inconscient. Parce que l'identité, c'est pas seulement la couleur de la peau, ou le sexe, et encore. Qu'est-ce que je suis venu faire ici ? Et là, ça fait peur parce que parler avec son inconscient, c'est le domaine tabou par excellence. Et si je me découvrais autre chose que journaliste sur Radio Courtoisie ? Et si j'étais faite pour être, je sais pas moi, mère de famille, ou chef de cuisine, ou CEO d'une entreprise ? Parce que si je découvre que je suis faite pour être, je sais pas moi, ingénieur, je me dis, peut-être que le temps passe, il faut passer le concours. Et là, moi-même, je résiste. Moi-même, je résiste à entendre ma vérité. Moi, quand j'ai compris que je devais être un auteur, j'ai résisté. Parce qu'un auteur, sa vie d'eau et de pain dur, c'est extrêmement risqué. C'est beaucoup plus facile de travailler dans une grande entreprise, d'engueuler d'avoir des remontrances contre son patron, contre la CGT, contre le dollar, contre l'Europe, contre tout ça, prendre le métro en faisant la gueule, que de se dire j'assume mon identité et je vais la chercher. Donc c'est pour ça que c'est aussi un tabou. C'est que même nous, au fait, je connais beaucoup d'identitaires, on va dire, comme ça pour la boutade, qui ne connaissent pas leur identité. Alors, justement, Driss Ghali, est-ce que cette identité que vous invitez vos lecteurs à trouver en eux-mêmes et en explorant leur inconscient, c'est un voyage, vous le dites, qui peut être parfois assez désagréable, est-ce que cette identité-là, elle ne doit pas puiser sa force et sa stabilité dans des paramètres qui, eux, sont beaucoup plus stables ? Aujourd'hui, on nous explique que pour se libérer, il faut aussi s'affranchir de ce qui nous définit initialement, par exemple le sexe, effectivement, l'identité locale, là où
on a grandi, le pays dans lequel on est né, l'origine de nos parents. Est-ce que tout ça, ça peut pas constituer quand même une base, une façon d'avoir des racines qui permettent d'autant plus donc de pousser et de pousser haut? Oui, je pense que, en fait, on devient, moi je dis souvent, on devient ce que l'on peut et pas forcément ce que l'on veut. On devient ce que l'on peut et déjà devenir ce que l'on peut, c'est déjà pas évident. Parce que notre mission, c'est de découvrir qui nous sommes. Et malheureusement, nous ne recevons pas notre identité dans notre carte d'identité. Il y a un nom, un prénom, un sexe, une taille, éventuellement une couleur des yeux, et c'est tout. Moi, je ne suis pas pour la révolution contre qui nous sommes, qui je suis. Je suis une femme, un homme, homosexuel, arabe, musulman, autre. Je dis, il vaut mieux euh, euh, éclairer avec un projecteur son identité, qui va au-delà des racines, ses goûts, ses préférences, son caractère. Son caractère. Moi, je suis un gentil garçon qui a un côté colérique, colérique et un peu agressif par moment sur certaines situations. Ben, je préfère assumer ça, me gérer, que de dire je suis un parfait civilisé suédois en trottinette ou je suis un lutteur de MMA. Parce que je vois beaucoup de gens autour de nous, oui, on va faire la guerre civile, la remigration, on va faire ceci, mais ce sont des gens fragiles. Moi, je préfère assumer mes fragilités et agir. Parce que le mensonge permet de ne pas agir. Parce qu'on se met dans une bulle, on dit, voilà, j'attends le moment idéal. Le moment idéal, c'est maintenant. Donc, pour répondre à votre question, on a beaucoup à faire dans une vie d'homme ou de femme à se décoloniser soi-même. C'est-à-dire à prendre possession de soi-même, de ce que l'on est. Une fois qu'on sait ce que l'on est, avec ses fragilités, on s'améliore. Moi, je ne suis pas pour la fixité non plus. Moi je déteste cette expression de citoyen du monde. Ça n'existe pas. C'est un marqueur de. À mon humble avis, c'est un marqueur j'allais dire, d'imbécilité, même si le mot est très fort. C'est trop fort, mais c'est ce que je veux dire au fond. On est toujours de quelque part. On appartient à la France, on appartient au Maroc, on appartient à l'Algérie, on appartient à, je sais pas moi, à l'Italie. Mais on traverse le monde, on peuple le monde, on l'enchante en étant en assumant ce que nous sommes et en se jetant dans la bataille. À un moment dans la vie, il faut se mouiller. On peut pas passer son temps qu'à se préserver derrière les diplômes, les statuts, les choses comme ça. Driss Ghali, est-ce que vous pensez aujourd'hui, quand vous le dites, lettre ouverte d'un immigré aux Français qui ne veulent pas disparaître, il y a quand même cette notion de Français et aujourd'hui, les Français font face à cette crise de l'identité. Est-ce que vous pensez que la recherche individuelle de ce qu'on est à travers ses sentiments, ses forces, ses faiblesses, ses aspirations professionnelles, est-ce que tout cela, ça suffira justement à relever un défi qui lui est quand même d'un autre niveau? Certains en parlent, ils expliquent que c'est un vrai défi de civilisation. Aujourd'hui, il faut peut-être aussi aller chercher au-delà de soi. Bien sûr. Ben, c'est aussi le propos du livre. Enfin, le livre donne des conseils à un jeune homme, à une jeune femme qui peut supporter la psychologie masculine un peu primaire parfois, mais il est organisé en 3 parties. Une partie sur l'identité, la santé mentale, découvrir ce que l'on est, parce qu'avec des individus fracassés, hommes et femmes, on ne va pas sauver la France ni la civilisation française. Et c'est mon cri d'alarme. C'est pour ça que vous m'avez dit je suis violent. Je suis en colère. Et j'essaie un peu faire aussi de réveiller les gens. On ne peut pas sauver la France qu'avec des belles idées, ou qu'avec Zemmour, ou Marion Maréchal Le Pen, ou Jean-Marie Le Pen, Dieu ait son âme, ou en insultant toute la journée Thierry Breton. Parce que ces gens-là que je cite, ils ont réglé leurs problèmes identitaires. Ils font leur vocation. Ils sont dans le ring. Ils prennent les coups. Jean-Marie Le Pen, on peut aimer ou pas, mais il a pris des coups tout le temps. Ouais. Trump a pris des coups. C'était sa vocation. Voilà, et ils étaient aguerris. Mais moi, je ne pourrais jamais être Jean-Marie Le Pen, ni El El Fassi, parce que Jean-Marie Le Pen au Maroc, ça aurait été un grand résistant. Il n'aurait certainement pas été, ostracisé. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, première partie sur se sauver soi-même. La deuxième partie du livre, c'est tirer son épingle du jeu en société, notamment au milieu du travail, parce qu'il faut bien payer les factures et être indépendant. Et la troisième partie, c'est la politique. Et j'arrive à cette partie de la politique et de la civilisation pour dire, au fait, vous avez aujourd'hui un système, une civilisation qui est en train de s'effondrer, qui est la civilisation occidentale, où se trouve ce que j'appelle le parti unique, c'est-à-dire l'État et les entreprises.
C'est une grande innovation de notre époque, c'est-à-dire que nous avons une alliance sacrée entre l'État, hein, la fonction publique, la haute, la moyenne, la petite, et l'entreprise. Le CAC 40 ou Wall Street, on le voit, avec le mouvement woke notamment, mais pas seulement, qui est en train de broyer les individus. Donc, on ne va pas sauver les Français, on ne va pas refaire de la France. Si vous avez 24 heures sur 24, vous avez une espèce d'alliance pour vous convaincre de ne pas être vous-même, pour vous convaincre que vous êtes un Américain, pour vous rendre dingue, parce qu'on ne va pas sauver les gens si on les rend dingues. Vous avez aujourd'hui, pour une femme, et pour un homme aussi, mais pour une femme, vous avez des injonctions contradictoires tout le temps. Il faut avoir plusieurs partenaires sexuels, mais il faut être émancipée et puissante. Il faut être mignonne, jolie, mais ne pas se dépiler. Sinon, vous êtes de droite, réactionnaire. Vous devez avoir des enfants, mais faire une carrière magnifique. Vous devez pas faire attention à votre beauté, sinon c'est patriarcal, mais il faut être mignonne et désirable. Enfin, pour un homme, c'est pareil. Pour un homme, on leur dit soyez très riches, mais fondez des startups, mais surtout ne développez pas les valeurs masculines, parce que là, c'est du virilisme. On dit aux gens développez votre carrière et soyez un homme au foyer et occupez-vous de vos enfants. On rend les gens dingues. On rend les gens dingues. Donc le but de ce livre, pourquoi je dis qu'on est dans la dictature des enfoirés, parce que j'ai un moment dans le livre, je dis je pense très fort trou du cul, mais oui. je dis enfoiré pour pas être trop vulgaire, parce que c'est exactement un travail d'enfoiré qui est fait. C'est ce que vous avez eu un sadisme qui est développé contre la population et qui est en train de la broyer. Et on ne peut pas, d'un point de vue politique, continuer à ignorer cela. Ce n'est pas en nous disant on va fermer les frontières contre l'immigration, on va bombarder Bruxelles, hein, je dis n'importe quoi, on va faire le Frexit. Ça ne va pas suffire. Il faut retrouver le pouvoir. Et retrouver le pouvoir, ce n'est pas une question de gauche ou de droite, c'est que les meilleurs d'entre nous, les gens les mieux équipés mentalement, les plus éthiques, les meilleurs caractères recommencent à nous gouverner. Parce que quand on voit les causes qui ne marchent pas, au fait, ce n'est pas seulement une histoire Prenez le climat, par exemple. Pourquoi le climat ne va pas? C'est pas parce que moi je sais pas, j'ai fait beaucoup de maths, mais j'ai jamais rien compris. Hein, j'ai juste eu les bonnes notes pour passer. Donc je suis incapable d'évaluer le GIEC, contrairement à beaucoup d'écologistes français. Moi je ne sais pas lire les 5000 pages du truc. Mais il est certain que si le climat change, c'est que vous avez des gens, j'appelle les enfoirés, qui ne savent pas gérer les forêts au niveau mondial, qui ne savent pas gérer les fleuves, qui ne savent pas gérer les bassins hydrographiques, parce qu'ils sont corrompus ou ils sont incompétents. Et ça va du Congo au Brésil, en passant par l'Afrique du Nord, où la forêt est en train de disparaître, tout le monde s'en fiche. Ça passe par vous voyez ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Los Angeles brûle. C'est pas à cause de la gauche ou de la droite. C'est même pas à cause du climat. C'est pas à cause du climat qu'elle brûle. Parce que vous avez des enfoirés, c'est-à-dire que j'ai défini dans le livre comme des ambitieux médiocres, solidaires entre eux, hein, ça vous fait penser à ceux qui nous gouvernent en France aujourd'hui, qui ont pratiqué des politiques, qui ont évité le débroussaillage, qui ont fait que les bassins des pompiers sont vides, qui ont fait que les pompiers ont fait plus de wokisme que de formation de terrain. De formation. Et vous avez des gens qui sont incapables d'assumer leur responsabilité. Vous voyez le gouverneur de Californie, il est incapable de dire « je m'excuse ». Ouais. Le type, il est beau et il a les yeux bleus, il est magnifique, c'est le genre idéal. Mais le type, il est là depuis 15 ans, qu'il est vice-gouverneur ou gouverneur. Sa ville brûle et que des incendies à Los Angeles, c'est comme des incendies en Corse. Ce n'est pas une nouveauté. C'est pas le blizzard à Casablanca. Et c'est exactement le cri du livre, c'est de dire les gars, attention. Les grandes idées, c'est magnifique. Moi, j'adore ça. Hein. Rousseau. Renaud Camus, tout ça, c'est bien. Mais à un moment donné, regardons les forces en place. Et nous perdons cette guerre parce que nous n'avons plus de soldats. Et les soldats sont broyés par un système et broyés aussi par eux-mêmes parce que quand on ne connaît pas son identité, on a très peu de chances de s'en sortir. Ouais. Maëlys. Et comment justement gagner entre guillemets face à ces enfoirés comme vous les nommez? Quelles sont les mesures que les citoyens, nous, devons mettre en place pour finalement réussir à entre guillemets prendre en conscience cette crise identitaire qui s'abat sur nous au quotidien et qui fait de grosses répercussions, qui provoque de grosses répercussions? Il faut redevenir puissant. Si eux, dans l'introduction du livre, ça s'appelle le coup d'État permanent. Ils ont pris le pouvoir.
Mais ils n'ont pas de tanks, ils n'ont pas de milices, de guérilla. Ils ont pris le pouvoir. Vous voyez les élites françaises, d'ailleurs le mot élite est une insulte pour l'étymologie, c'est le coup d'État des enfoirés. Vous avez des gens qui n'auraient pas dû avoir un impact et qui ont un impact. Et dans le livre, je dis que le monde entier souffre des enfoirés. Les pays qui s'en sortent, ce sont les pays qui arrivent à contenir les enfoirés. Parce que, la nature humaine est la même partout. Là aussi, je m'adresse aux identitaires français, les de droite, les gars. L'être humain est le même partout. Ce qui nous change, ce sont les civilisations. Ça n'empêche pas qu'il y aura toujours une guerre de civilisation, je suis le premier à le dire. Mais à un moment donné, il faut qu'on ouvre aussi la focale. Les pays qui vont bien dans le monde sont les pays qui ont réussi à promouvoir les vertueux et à dissuader les enfoirés de les gouverner. L'Afrique va mal, pas à cause de Macron. Elle va pas mal à cause de la France ou à cause du changement climatique. Elle va mal parce que vous avez des élites qui sont pas bonnes, vous avez des enfoirés au pouvoir. La France, l'Europe occidentale s'effondre, pas parce que nous avons une température en plus ou en moins, ou même à cause de l'euro, vraiment, quand on regarde les choses. Vous avez une gouvernance qui s'effondre parce que vous n'avez pas les meilleurs de la classe qui gèrent les pays. Il faut donc que les meilleurs de la classe cessent d'être fragiles. C'est le message, le cri de ce livre. Il faut que les meilleurs d'entre nous cessent d'être fragiles. Il faut qu'ils retrouvent de la puissance. Et cette puissance, il faut d'abord qu'ils connaissent leurs forces et leurs faiblesses. On peut pas, moi par exemple, j'ai quelques talents pour développer des idées, mais je suis incapable de mener une campagne électorale. Supporter les tonnes de fumier qu'on a déposées sur Zemmour, par exemple, depuis 3 ans, j'en suis incapable. Me faire gueuler comme se fait engueuler, allez, je n'aime pas beaucoup, mais je vais être œcuménique. Sandrine Rousseau, moi je suis incapable de me faire traiter d'imbécile tout le temps sur Twitter. Parce que j'ai ma mère qui regarde, tout ça. Donc, par contre, moi, ça n'empêche pas que je ne vais pas agir. Je vais agir selon mon identité, selon mes zones de force et de faiblesse. Mes réseaux, mes idées, en coulisses, dans l'enseignement, ainsi de suite. Mais ça, on passe au travers. Il faut vraiment que nous arrivions à réarmer. En fait, ce livre-là, il faudrait qu'on donne aux familles françaises. C'est comment on réarme les enfants pour être puissants. Parce qu'on ne sauvera pas la France, ni le Maroc, ni l'Algérie, enfin, tout le monde. Enfin, ce livre, on peut le lire, hein, parce qu'il y a des enfoirés partout. Hein. Rassurez-vous, c'est une maladie internationale. Il faut réarmer, il faut refaire de la puissance. En fait, c'est l'identité. Pourquoi? L'identité pour la puissance. Parce qu'avec la faiblesse, nous avons ce que nous avons aujourd'hui. Nous subissons. Juste un point. Il a fallu un milliardaire, un gars, en plus il est étranger, pour nous redonner la liberté d'expression en France. Parce qu'à part vous, Courtoisie, TVL, qui êtes vraiment des dissidents assiégés, hein, sans argent, sans prestige et tout ça. Oh, du prestige, vous avez le prestige quand même. Non, mais le prestige, vous avez notre grande considération, vous avez un grand public, mais c'est pas vous qu'on va mettre au Panthéon. Enfin, je vous l'espère. Mais c'est vous qu'il faut mettre au Panthéon. C'est vous, c'est pas... Voilà. Mais vous m'avez compris. Il a fallu attendre que Elon Musk nous redonne l'espoir et que Trump, qui sont des Américains ou des Sud-Africains, moi j'en ai honte, mais parce que j'aurais dû voulu me libérer moi-même. Mais pourquoi je ne me libère pas moi-même? Parce que je n'ai pas un centime et je ne suis pas puissant. Il faut voir la douleur, le niveau de résilience de ces gars-là, ce qu'ils ont dû subir pour accumuler de la puissance. Je ne dis pas que nous allons tous devenir des Elon Musk et des Donald Trump, mais c'est ça le chemin. Il faut que chacun d'entre nous retrouve sa puissance à son niveau. Sinon, on va être gouverné par des gens que nous détestons et qui vont nous mener vers le mur. Et pour ça, effectivement, il faut rompre avec la docilité qu'on nous enseigne généralement dès le plus jeune âge. Vous nous invitez, Driss Gallé, finalement, à retrouver un système de valeurs où chacun, effectivement, peut cultiver des vertus qu'aujourd'hui on oublie. Vous le dites dans votre livre, le système de valeurs est inversé. Les vieilles vertus que sont l'honnêteté, le courage, même la dignité ont aujourd'hui disparu. Il faut retrouver ce système.
Et puis, c'est grâce à cela qu'on pourrait voir, du coup, l'arrivée au pouvoir d'une forme d'aristocratie avec cette fameuse élite qui n'est plus seulement une élite économique, une élite d'entreprise, mais véritablement une élite de valeurs, une élite intellectuelle qui pourrait donc nous gouverner et sortir de l'impasse dans laquelle la France coule. Si nous devions clore cette interview, ce serait probablement sur ce constat, si je ne m'abuse et si j'ai bien compris votre ouvrage. Là, vous avez bien compris l'ouvrage. Il faut que chacun fasse. Moi, je dis qu'il faut faire deux choses. Reconstruire l'individu, hommes et femmes, autour des valeurs que nous avons, qui sont déclarées tabous, hein, l'honneur, la décence, l'excellence, pour retrouver des élites, effectivement, qui ne sont pas que techniques et financières, parce que l'on a marre des Macron et des Barnier. Vous voyez où on est là. Hein, ils ont mis. Enfin, franchement, même moi qui suis nul en maths, j'aurais pas fait 3 000 milliards de dettes et le quoi qu'il en coûte. Ça, c'est un problème moral. Notre problème, il est moral, il n'est pas technique. La technique, vous avez des Chinois qui vous font des Excel. À un moment donné, il faut se regarder dans une glace et dire qu'est-ce que je fais là. Ces gens-là, à l'évidence, ne l'ont pas fait. Et deuxième chose, je dis aussi dans le livre, il faut aussi laisser faire les gens qui veulent faire des choses. Ne pas pécher par pureté. Moi, j'entends, Zemmour, il est radical. Trump, il est radical. Mon gars, si c'était facile, va le faire. Si tu es capable d'aller démonter l'état profond, be my guest. Moi, c'est le café et le biscuit. Parce que j'entends souvent chez les gens normaux et équilibrés, ils sont radicaux. Je serais de gauche, je dirais la même chose. Hein, j'ai pas de. Mais que chacun reste à sa place. Moi, je veux dire que pour sauver un pays, à un moment donné, il faut des boucliers. À un moment, il faut des De Gaulle. De Gaulle était traité de fasciste par la SIO. Mais heureusement qu'ils l'ont traité de fasciste parce qu'il nous a sauvés et il nous a donné 50 ans de paix que M. Macron et toute cette élite technique est en train de détruire. Merci beaucoup, Driss Ghali. On va finir sur ces mots qui pourraient d'ailleurs ouvrir un autre débat, mais donc leur fil. Chers auditeurs, je rappelle donc le titre de cet ouvrage, L'identité d'abord, lettre ouverte d'un immigré aux Français qui ne veulent pas disparaître. C'est un véritable outil de développement personnel, mais comme on en voit peu, puisque justement il va chercher au fond des choses et vous parler de valeurs dont on n'entend plus beaucoup parler justement dans nos sociétés aujourd'hui. Merci beaucoup, Driss Ghali, d'avoir été avec nous ce matin. Et puis je vous dis à très bientôt.